A priori, tous les êtres vivants ont besoin de respirer. Cependant, tous les êtres vivants ne respirent pas forcément dans l'air. Certains vont avoir besoin de respirer dans l'eau. Dans cette vidéo, nous allons donc voir les différentes techniques qu'ont pu développer les différents êtres vivants pour pouvoir respirer dans le milieu dans lequel ils vivent. Voyons d'abord la respiration dans l'air. Le premier type d'organes qui permettent une respiration dans l'air sont les poumons. L'homme, par exemple, possède des poumons qui lui permettent de pouvoir échanger des gaz avec le milieu extérieur. Lorsque l'on regarde un poumon en détail, on peut voir qu'il est constitué de différents éléments, la bronche, les bronchioles et les alvéoles pulmonaires. Au niveau des alvéoles pulmonaires, qui sont des sortes de sacs, l'air va pouvoir entrer et des gaz vont pouvoir traverser la paroi de l'alvéole pour rejoindre des capillaires sanguins et donc être acheminés jusqu'aux différents organes de l'organisme. C'est ainsi que nous absorbons les gaz dont nous avons besoin, comme par exemple le dioxygène. Les poumons sont utilisés par de nombreux organismes, les mammifères, mais aussi certains êtres vivants comme les crocodiles, ou encore les grenouilles, les crapauds, etc. Dans le cas des cétacés, comme par exemple les baleines, les cachalots, les dauphins, la respiration se fait également dans l'air. C'est-à-dire que pour respirer, ils ont besoin de remonter à la surface pour pouvoir absorber ou rejeter les gaz. Néanmoins, ces êtres vivants ont développé une capacité pulmonaire beaucoup plus importante que la nôtre, capacité pulmonaire qui leur permet de pouvoir retenir leur respiration beaucoup plus longtemps que nous. D'autres êtres vivants, comme par exemple les araignées ou les insectes, possèdent un autre organe pour pouvoir respirer dans l'air appelé la trachée. Cette trachée va être en contact avec les différents organes pour pouvoir les approvisionner en dioxygène. Lorsqu'on regarde un insecte, comme par exemple ici un criquet, ce dernier possède une cuticule. Cette cuticule est un squelette externe, c'est-à-dire à l'extérieur de son corps, qui est totalement imperméable aux gaz. Les gaz vont donc rentrer par des petits orifices appelés les stigmates. Ces stigmates sont reliés directement à la trachée. Le dioxygène va donc pouvoir pénétrer à l'intérieur de la trachée via cet orifice. Le dioxygène pourra alors être acheminé jusqu'aux organes, qui relargueront à leur tour le dioxyde de carbone, qui est un déchet, qui fera le chemin inverse pour être évacué dans l'air. Certains de ces êtres vivants évoluent dans un milieu aquatique. Ils ont donc dû développer des techniques pour pouvoir respirer tout en restant dans l'eau. Par exemple, cette petite araignée appelée l'argyronète utilise une technique très particulière. Elle récupère de l'air en surface et va l'enfermer à l'intérieur de petites bulles. Une fois placée au niveau de son nid, ces petites bulles d'air vont lui permettre de respirer tout en restant dans l'eau. Voyons maintenant le mode de respiration des végétaux. Les végétaux ont eux aussi besoin de respirer pour pouvoir vivre. Pour cela, ils vont utiliser leurs feuilles. Sur la face inférieure des feuilles, la plupart du temps, on peut observer ce que l'on appelle des stomates. Ces stomates sont les petites structures qui permettent à la plante de respirer. On peut observer ce qu'est un stomate. Ce stomate est composé d'un petit orifice appelé l'ostiole qui peut se fermer ou s'ouvrir à volonté et une chambre sous-stomatique qui est composée essentiellement d'air. Par conséquent, pour pouvoir respirer, la plante va simplement ouvrir son ostiole pour pouvoir laisser passer les gaz comme le dioxygène et le dioxyde de carbone. Certains êtres vivants ont également la capacité de respirer directement dans l'eau. C'est le cas notamment des animaux qui possèdent des branchies. Le maquereau, par exemple, possède des branchies. Pour pouvoir observer ces branchies, il faut déjà décoller l'opercule, qui est une plaque osseuse située au niveau des ouïes. Sous cet opercule, on peut alors observer plusieurs branchies. Chaque branchie est constituée d'un arc squelettique et de lamelles branchiales. Ces lamelles sont elles-mêmes constituées de plusieurs filaments. Si on fait un gros plan sur ces filaments, on peut constater qu'ils sont parcourus de vaisseaux sanguins. Sur ce schéma, on peut voir un arc branchial en coupe. Dans ce milieu aquatique, il va prélever du dioxygène qui va pouvoir passer dans ses capillaires sanguins et rejoindre des vaisseaux sanguins plus gros pour alimenter l'ensemble des organes. De même, le dioxyde de carbone qui est dans le sang, puisqu'il a été rejeté par les différents organes du poisson, va pouvoir quitter l'organisme du poisson au niveau de cet arc branchial. Il y a donc des échanges entre le milieu aquatique et le milieu intérieur du poisson. Il existe un dernier mode de respiration par la peau. C'est le cas notamment des grenouilles. Les grenouilles possèdent des poumons, elles peuvent donc respirer dans l'air.
mais elles ont également la capacité de pouvoir respirer sous l'eau par la peau. La peau de la grenouille est dépourvue de fanère, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de poils, pas de plumes, pas d'écailles. Cette peau, en revanche, est recouverte d'un mucus particulier. Grâce notamment à ce mucus, les gaz présents dans l'eau vont pouvoir diffuser et traverser la peau pour permettre à la grenouille de respirer sous l'eau. Les grenouilles utilisent notamment ce mode de respiration en hiver lorsqu'elles vont s'enfouir sous la vase pour rester au calme. Pour conclure, on peut dire que tous les êtres vivants que nous avons vus ici possèdent des stratégies très variées pour pouvoir respirer directement dans leur milieu. Néanmoins, certains d'entre eux ne respirent pas dans le même milieu que celui dans lequel ils vivent. Mais dans ce cas, ils utilisent des stratégies variables pour pouvoir compenser ce problème.